Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année 2021 qui va sans doute nous permettre de enfin nous démasquer. Voilà, de démasquer, enlever nos masques. Celui-ci était un masque de joie que nous nous souhaitons à tous pour 2021. Les années 2019 et 2020 ont été marquées par de nombreuses manifestations partout dans le monde. Ça a été vrai en France, en particulier avec les Gilets jaunes, par exemple, ou les sans-papiers. Ça a été vrai en Algérie, avec le mouvement du Hirak contre la domination du parti quasiment unique algérien FLN. Ça a été vrai au Chili, en Colombie, au Mexique, en Thaïlande. Ça a été vrai à Hong Kong. Et nous avons réuni aujourd'hui deux jeunes journalistes indépendants qui présentent tous les deux la particularité d'aller filmer, entre autres, ces nombreuses manifestations de rue. J'ai nommé les deux personnes qui sont avec nous. D'abord, Jayzine Kwok, bonjour. Bonjour. Bonjour Jayzine. Voilà, vous êtes à la fois une danseuse et une performeuse chinoise, mais chinoise de Hong Kong. Oui, Hong Kong. Et sûrement que vous allez nous parler après de la différence entre est-ce qu'on est chinois quand on est de Hong Kong ou est-ce qu'on n'est pas chinois. Mais aussi vous êtes une journaliste indépendante et une militante de la cause démocratique de Hong Kong. Et puis, on a aussi avec nous Charles Gros-Shelton. Bonjour. Bonjour Charles. Donc vous êtes également journaliste indépendant, vous êtes membre d'une association qui s'appelle AHKF. Il y a à la fois la France, Hong Kong et l'Afrique. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Et vous avez donc fait de nombreuses vidéos. Vous en avez fait en France. Tout à fait, oui. J'ai fait durant le mouvement des Gilets jaunes. Alors pas au début évidemment, j'ai commencé par Hong Kong pour me préparer au terrain français et voilà, pour moi c'était la meilleure façon de commencer. Vous avez été à Hong Kong pour vous préparer au terrain français. Oui. Expliquez-nous ça. Eh bien, en fait, depuis un moment, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, je m'étais intéressé au phénomène de manifestations dans la rue qui commençait à changer de figure à travers le monde et notamment de perception qu'ont les gens des manifestations. Quand on parle de manifestation, on entend souvent le mot syndicat en tout cas derrière en France et on voit défiler, on voit oriflamme, on voit camions avec de la musique. À Hong Kong, ça c'était vrai du temps des syndicats. Oui. Depuis 2 ou 3 ans, c'est plus tout à fait le cas. Exactement, oui. Et c'est d'ailleurs cette notion de syndicat et de présence de non-syndicats dans ce nouveau type de manifestation qui m'ont intéressé et qui m'ont d'abord envoyé à Hong Kong. Puis j'ai retrouvé cet événement en France qui avait déjà gagné une certaine popularité avec les Gilets jaunes. Et donc exposer et montrer cette ressemblance entre des pays si lointains ou des territoires si lointains avec une certaine jeunesse dans la rue qui participe activement, c'était pour moi une expérience très enrichissante que je dois continuer pour 2021, 2022 et plus si c'est possible. Donc vous avez été à Hong Kong. Vous avez fait aussi en France, vous avez filmé en France, d'autres pays également? J'ai également filmé au Chili, oui. Où au Chili, beaucoup de jeunes sont également dans la rue. Au Chili, il y a également un problème démocratique, un problème de constitution depuis la chute de Pinochet, dont je parlerai plus amplement au cours de cet entretien. Mais voilà, la jeunesse se sent vraiment concernés par le futur des pays dans lesquels ils vivent.
Et moi, en tant que jeune adulte, je pense que si je n'étais pas en train de filmer tous ces événements, je ferais partie de ces manifestations qui ont des revendications légitimes et une certaine manière de mettre en pratique ces revendications qui sont plus ou moins violentes, mais plus ou moins intéressantes pour le futur. Est-ce qu'il y a des liens entre ces différents mouvements? Parce qu'on est à Hong Kong, on est en France, vous avez parlé du Chili. Quelles sont les constantes, en quelque sorte, eh bien, selon vous? Selon moi, eh bien, tout d'abord, je pense qu'il y a un phénomène de démocratie qui devrait être beaucoup plus investi dans l'opinion publique. C'est-à-dire que Hong Kong, quand on pense à Hong Kong, on pense du coup à la plaque tournante économique que représente Hong Kong depuis son système, un pays deux systèmes. Et le Chili, on sait également qu'il y a une pauvreté qui est assez grande. Mais voilà, pour la plupart des personnes dans le monde, on se dit bon, bah, le monde est fait comme ça et le monde est fait ainsi et il ne changera pas. Et alors les points communs? Et du coup, les points communs, c'est que justement cette immobilité, cette image statique qu'on a de ces pays est en train d'être complètement brisée par les mouvements de rue. Et les mouvements de rue n'ont jamais paru aussi puissants et aussi importants dans l'opinion publique et dans la politique de tous les jours. Mais qu'est-ce qu'ils signifient, ces mouvements de rue, qui sont majoritairement, pas exclusivement, mais majoritairement le fait de gens jeunes, voire très jeunes? Qu'est-ce qu'ils signifient au fond? Qu'ils ne sont pas d'accord avec quoi? Ils ont un ras-le-bol de tout ce qui a été imposé depuis ces dernières années. Du fait de Hong Kong, la passation de Hong Kong de l'Angleterre à la Chine a été imposée par les gouvernements du Parti communiste chinois. Et la passation de pouvoir, la constitution de Pinochet au Chili n'a pas été modifiée depuis la chute de Pinochet. Et donc du coup, c'est un passé qui semble encore très embêtant à garder dans le présent et dans l'avenir de ces jeunes. Voilà. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aurais dû. C'est une émission qui va avoir lieu et en français et en anglais, parce que avec notre ami Jason Kwok, eh bien, il vaut mieux. On peut parler un peu français, Jason. Vous êtes né où, par exemple? Et puis après, on parlera anglais. Où êtes-vous né? Je préfère anglais. Oui. Pour moi, parce que mon français n'est pas bien. Je ne veux pas le français très basique. C'est comme bonjour, je m'appelle Jason Kwok. Ouais, c'est tout. Bon. D'accord. Donc nous passons à l'anglais. Où êtes-vous né? Where were you born? Je suis née à Hong Kong avant 1997. Ça n'appartenait donc pas encore à la Chine. Donc oui, je suis née là-bas. Au temps où Hong Kong était encore une colonie britannique. British colony. Yes. Okay. So I know you, j'ai l'un de vos PowerPoint, puisque vous donnez des conférences expliquant la situation de Hong Kong. Peut-être pourrions-nous produire quelques extraits de ce PowerPoint afin d'expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé, particulièrement pour le mouvement pro-démocratie. Hong Kong. Yeah. Au tout début de votre PowerPoint, vous mettez en exergue ces mots. These words, not to resist because of hopes, but resist on seeing hopes. En français, ce n'est pas parce qu'on a de l'espoir qu'on résiste, mais c'est parce que l'on résiste que l'on voit de l'espoir. Maybe you can say that in your language. Pourriez-vous nous le dire dans votre langue natale, en cantonais, s'il vous plaît? Yes. Say it in Chinese, maybe. Sorry. Yeah, it's yeah. 不是因為有希望而堅持，而是因為有堅持才能見到希望。So, can I just explain? Puis-je expliquer pourquoi j'ai mis cela dès le début? Yeah, of course. Yeah. Cette phrase représente l'idée principale du mouvement pro-démocratie. Of the whole movement.
Nous savions dès le tout début que nous ne pouvions pas gagner. C'est dur. J'ai traduit par insister parce qu'on continue de répéter les mêmes phrases. C'est notre philosophie. Insist. That's why we say we can't really say we insist. Like insist because we keep repeating the same thing. This is our concept. We're still trying. Nous faisons de notre mieux pour continuer d'avancer, d'utiliser tous les moyens possibles pour aller de l'avant, jusqu'à ce qu'on trouve de l'espoir. C'est l'une des philosophies principales du mouvement pro-démocratie de Hong Kong en 2019. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l'histoire de Hong Kong? Avant l'occupation britannique, pendant la colonisation et après. Hong Kong était une île et un village de pêcheurs. Un endroit très petit. À l'époque de l'Empire chinois, la dynastie Qing était la dernière dynastie impériale. Parce que Hong Kong est une île et près d'eau profonde, ça a toujours été l'endroit idéal pour les militaires et la défense maritime. En 1842, les Britanniques ont signé un traité avec la Chine et se sont emparés d'une partie de Hong Kong. Cela est la conséquence de la défaite de la guerre de l'opium. Opium War. La guerre de l'opium. Donc en 1895, les Britanniques ont loué les nouveaux territoires, qui sont des terres directement liées à la Chine continentale pour une durée de 100 ans. C'est ainsi qu'ils ont pris possession du territoire hongkongais tel qu'on le connaît aujourd'hui. 1895, Hong Kong devient officiellement une colonie britannique. Près de 100 ans plus tard, le gouvernement britannique rend Hong Kong à la Chine continentale. Mainland China. Au travers de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. The declaration called Sino-British Joint Declaration. Declaration. So, under this declaration, sous cet accord, il y a le concept un pays, deux systèmes. One country, two systems. Un pays, deux systèmes. Et vous avez dans votre PowerPoint une fiche qui explique très bien tout cela. Cela signifie qu'il y a une Chine, mais qu'il y a aussi Hong Kong et Macao également. And Macao as well? Non, Macao est différent. Macao n'appartenait pas aux Britanniques mais au Portugal. Oui, mais à présent, c'est aussi un territoire semi-autonome. Oui, ils sont effectivement un pays de système. Et ces deux endroits étaient une sorte d'expérience. Mais la déclaration conjointe de Hong Kong a été la première. Mais en effet, il y a deux régions spéciales, vous avez raison. Aujourd'hui, nous nous focalisons plus sur le un pays, deux systèmes de Hong Kong. Un pays représente la Chine, deux systèmes représentent le système communiste,
plus le système capitaliste de Hong Kong encadré par la loi fondamentale. Donc ce sont ces deux systèmes. C'est le concept général. Est-ce que vous-même, vous vous considérez comme chinoise? Honnêtement, je suis née quand Hong Kong était encore une colonie. Dans notre éducation, à ce moment-là, nous écrivions en chinois. Pas en chinois simplifié, mais en écriture traditionnelle, contrairement à ce que la Chine instaure depuis plusieurs années. Ma langue natale, c'est le cantonais, pas la langue officielle qui est le mandarin. C'est génial d'une certaine façon. Je me vois comme une chinoise, mais comme une chinoise issue de la culture chinoise. Et pas de l'enseignement du Parti communiste chinois. J'insiste sur cette différence-là. Donc si je dis que je suis de nationalité chinoise, ça ne signifie pas que j'appartiens au Parti communiste chinois. The Chinese Communist Party, for me, is Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon système. C'est très important. Under the same system. So for me, is a thing. Mais ce que vous me demandez est, encore une fois, très intéressant. Parce qu'en tant que Hongkongais, nous avons ce grand problème. Qui sommes-nous? Nous ne sommes pas britanniques. Nous ne nous identifions pas comme étant complètement chinois. Donc pour moi, l'entièreté du mouvement de Hong Kong est un périple pour les citoyens. Et spécialement pour les plus jeunes, afin de trouver leur identité. Pour ce périple, vous avez une musique. Because this music is a kind of hymn, une sorte d'hymne du mouvement démocratique de Hong Kong. Donc, on va demander à la technique de nous envoyer cette musique qui s'appelle, Charles, Glory to Hong Kong, fait par les manifestants pour des manifestants. Voilà. Écoutez. Voilà, nous sommes avec deux journalistes indépendants, Charles Gros-Shelton et Jason Kwok, qui tournent des vidéos lors des manifestations un peu partout dans le monde et en particulier à Hong Kong. Et nous centrons aujourd'hui cette nouvelle série de Human autour de ces manifestations et autour spécialement des protestations à Hong Kong, protestations qui viennent d'un mouvement démocratique. Voilà, donc je reviens vers Jason pour qu'elle nous explique le principe de un pays, deux systèmes et qu'elle nous explique pourquoi et comment, depuis 1997, c'est-à-dire depuis la date où un accord a été conclu entre le gouvernement britannique et le gouvernement de Chine continentale, eh bien, il y a des protestations dans la rue. Pourquoi, depuis 1997, la population de Hong Kong proteste-t-elle? Et pas seulement une minorité de cette population. Ce sont des manifestations où il y a jusqu'à 1 à 2 millions de personnes. Pourquoi cette réaction? Tout d'abord, le 1er juillet, c'est la date à laquelle Hong Kong a été redonné à la Chine. Donc depuis 1997, premier jour où Hong Kong est redevenu la Chine, la population est allée dans la rue pour manifester. En fait, c'est une raison compliquée. Pour la première année, c'est du fait de l'inquiétude des citoyens, parce que beaucoup de questions ont été laissées en suspens.
même s'il y avait la Common Law mise en place pour protéger Hong Kong et son fonctionnement d'un pays de système. Cependant, il y avait encore beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. Quel est le contenu de One Country, Two Systems? Qu'est-ce que cela veut dire? Une seule Chine? Oui, une Chine. Et deux systèmes, c'est le système communiste en Chine continentale In mainland China. Yeah. et l'autre système, c'est Hong Kong, donc capitaliste. Et Common Law. Voilà, c'est la Common Law. Donc, en fait, vous gardiez les lois britanniques essentiellement comme elles ont été instaurées au moment de la colonisation. Oui, exactement. Mais il n'y a pas que les lois. Nous avons également gardé l'économie et les affaires financières, ce qui signifie que nous gardions nos traités et contrats avec les autres pays. Par exemple, quand nous allions voyager et que nous étions encore britanniques, nous n'avions pas besoin de visa. On garde ce droit, même après la déclaration conjointe de 1997. D'une certaine façon, cela montre qu'on est indépendant. Nous avons notre propre gouvernement, nous avons notre propre police, mais nous n'avons pas d'armée. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre propre armée? Non, nous n'avons pas la permission d'avoir une armée. Cela signifie que la protection du territoire est assurée par la Chine continentale. Oui, d'où la notion « un pays, deux systèmes ». So for us, maybe you can forget your phone, you know, and your papers. Yeah, look, we do that. You don't need them. Yeah, I'm sure you don't. Okay. Yeah, you'll be better. I'm sure. Okay. Donc au niveau du commerce, de la finance et des affaires internationales, tous les accords sont préservés et indépendants. Ce qui signifie que si des contrats sont signés, par exemple, entre l'Union européenne et la Chine, nous pourrions en être exclus. Ceci est facilement illustré par la relation entre Hong Kong et les États-Unis. L'année dernière, il y avait une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Hong Kong n'a pas été affecté du fait du « un pays, deux systèmes ». Nous avons notre statut unique. Bien sûr, vous avez un certain degré d'indépendance. Mais tout le monde sait qu'en 2047, c'est-à-dire 50 ans après la déclaration conjointe sino-britannique, la totalité doit revenir à la Chine continentale. C'est le premier point. Deuxième point, vous êtes seulement 7 millions, peut-être 8 millions. Ce qui n'est rien comparé aux centaines, aux milliards de Chinois continentaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une telle différence de puissance, de poids, que la Chine va tout prendre. China will take everything. With yours. But of course, je sais que ce n'est pas votre opinion, et en tous les cas pas votre espoir, et je le comprends. C'est pour cela que dès le début, je dis, ce n'est pas parce qu'on a de l'espoir qu'on résiste, mais c'est parce que l'on résiste qu'on voit l'espoir. C'est pourquoi le mouvement de Hong Kong en 2019 a connu une telle explosion.
Durant la déclaration conjointe sino-britannique, il y avait beaucoup de naïfs. When the joint Sino-British joint declaration being signed. À ce moment-là, le Parti communiste n'était pas encore au pouvoir. Et Deng Xiaoping, qui était l'ancien président de la Chine, a promis que la Chine serait de plus en plus ouverte et démocratique. Promise that China will be more open and more democratic. And Hong Kong, because it's already democratic, alors la durée du un pays deux systèmes était un temps de transition pour permettre à la Chine d'être de plus en plus ouverte et de plus en plus démocratique. Et éventuellement, après ces 50 ans, elle deviendrait plus ou moins comme Hong Kong. Donc il n'y aurait aucun problème pour la réintégration de Hong Kong. Tout a commencé avec cette promesse. Nous pouvons voir à présent que rien ne s'est passé comme prévu. La Chine ne devient pas plus démocratique. It has not happened like this. We can't really see China being more democratic. Plutôt, vous avez dit que la Chine allait tout accaparer à cause de notre infériorité numérique. Vous avez à moitié raison. Premièrement, la Chine a déjà pris Hong Kong. Par exemple, le gouvernement autorise 3000 migrants de Chine à s'installer à Hong Kong tous les mois. Immigrants from China to Hong Kong every month, 1,000. So now beaucoup d'habitants n'arrivent pas à communiquer en cantonais. Ils parlent en mandarin. They can't speak Cantonese. They speak Mandarin. And in some schools, plus particulièrement les militaires, je suppose. Well, actually, it's not necessary. Defense forces. But it's not necessary because for the army forces, ah oui, j'ai oublié de préciser. Ce un pays deux systèmes a autorisé l'implantation de l'armée chinoise dans Hong Kong. Is planted in Hong Kong as well. So yes. Donc oui. That's it. But they Mais officiellement, ils n'ont aucun droit d'intervenir dans les affaires internes de Hong Kong, sauf s'il y a une guerre. Any internal issue of Hong Kong. It's just for protect in case there are war or something like that. Sauf si le gouvernement local le demande. To intervene. Yes, right. Exactly. Alors, dites-moi, que s'est-il passé avec le mouvement des parapluies en 2014 ? And maybe after that we'll be, Et puis ensuite, on demandera à Charles de réagir sur cette question. It will be possible to talk with Charles and to see what he filmed about that. 2014. Selon la loi fondamentale, 2014 devait être l'année où les citoyens de Hong Kong ont le droit d'avoir des élections libres pour désigner le chef de l'exécutif hongkongais. Hong Kong citizens allowed to have a general office, which means free election to select the chief executive, which is the leader. C'est-à-dire le leader de Hong Kong. Donc Pékin a dit, OK, tous les citoyens de Hong Kong peuvent voter. Yes, all the Hong Kong citizens have a vote for the chief executive. However, mais les candidats seront choisis par le gouvernement central. And appointed by the central government. So that's make a lot of people very disappointed. Beaucoup de personnes ont été déçues. Et pour nous, c'était évident que le Parti communiste chinois n'allait pas tenir ses promesses. Obviously, you are not the Chinese government not going to keep their promise. So that's why. C'est pourquoi beaucoup de personnes en colère ont commencé à manifester. Angry and they start to have a protest. And we were protesting. Et nous manifestions devant l'Assemblée législative. Of the government building, the Legislative Council, which is similaire au Parlement. And when there was it was June, it was on June 2014. The police
Et c'est à ce moment-là que nos policiers nous ont lancé des grenades lacrymogènes pour la toute première fois. Et quand le reste de la population a vu ça à la télévision, cela a eu un effet domino. Ils se sont rués dans la rue et ont commencé à occuper le Parlement. L'occupation a duré 3 mois. Vous pouvez voir certaines photos sur le PowerPoint. Vous pouvez voir sur une photo beaucoup de parapluies, parce qu'à Hong Kong, il y a toujours trop de pluie ou trop de soleil. Ce n'est pas un symbole ou quoi que ce soit, c'est juste un usage pratique. Donc on peut voir la première photo qui est à Admiralty, qui est à l'extérieur du Conseil législatif. Il y a beaucoup de tentes, beaucoup de banderoles aussi. Beaucoup de street art. C'est un peu devenu comme une ZAD. Street art. Oui, il y en avait énormément. Des sculptures, des bannières, des peintures de partout. Nous avons construit une petite librairie. Il y avait une église et un temple à proximité. Il y avait même une petite école pour tout le monde, un endroit où vous pouviez apprendre, enseigner et discuter. Pour Hong Kong, c'était surréel. C'était la première fois qu'on avait un endroit grand comme ça, gratuitement, parce qu'on manque toujours de place à Hong Kong. Peut-être pourrait-on à présent discuter de tout cela avec Charles et revenir aux Français. Donc, Charles Gros-Shelton, oui. Voilà, on est sur ce mouvement des ombrellas, des parapluies à Hong Kong. Et alors vous êtes à Paris et vous décidez d'y aller. Eh bien, comment ça s'est passé cette affaire-là? Ce n'est pas exactement cela. Oui. Le mouvement des parapluies s'est passé en 2014. Oui. Et j'étais à Paris, effectivement, mais j'en avais entendu parler à la télévision. Et c'est un mouvement qui est passé, en fait, quasiment, mis à part quelques images, sous silence. Ça a été, il y avait un manque d'informations cruciales pour comprendre déjà quelles étaient les revendications, pourquoi est-ce qu'ils sortaient. Et non, je ne suis pas allé durant... Ah, vous n'y avez pas été en 2014, en 2014 pardon, vous y avez été plus tard, en 2019. Mais je m'étais déjà rendu compte en 2014 qu'il se passait quelque chose et qu'on ne me donnait pas toutes les informations pour accéder à la compréhension du mouvement. D'accord. Mais cette occupation de Hong Kong, je l'ai apprise grâce à mademoiselle Jason Kwok, que c'était une occupation de 3 mois en fait. C'est comme s'il y avait nuit debout pendant 3 mois sur les Champs-Élysées ou à Châtelet-Léal à Paris. Et donc c'est assez impressionnant qu'il n'ait pas cette information qui est circulée. Et donc là, la population, les jeunes, et puis pas que les jeunes, quand on voit les images, quand on voit vos images et puis les images des autres, on voit qu'il y a des gens de tous les âges. Il y a quand même une grande majorité de jeunes. Et donc ils occupent le centre de Hong Kong pendant 3 mois. C'est ça. Et la police ne rentre pas. Non, alors il faut savoir que la France c'est un pays très démocratique où il y a beaucoup de manifestations en tout cas. Oui. Et donc c'est peut-être dans nos gènes et dans notre culture. Hong Kong n'a pas ce brin, cette tradition, fibre, cette fibre de manifestation depuis 1997, depuis la remise de Hong Kong à la Chine dans le processus. Et c'est depuis en fait le 1er juillet 1997 que Hong Kong a commencé à manifester tous les 1er juillet en fait. Et alors arrivons-en à votre, pardon je vous bouscule un peu, arrivons-en à ce que vous avez fait vous, parce qu'on va le regarder, parce que c'est intéressant, et puis on va le commenter ensuite. Donc ça c'était en 2019 je crois. C'est ça exactement. Donc qu'est-ce qui se passe là, vous décidez d'y aller? Eh bien j'ai travaillé dans les vignes et j'ai vu des vidéos à Hong Kong et encore une fois je n'avais pas les informations pour accéder à ça, donc j'ai parlé avec des Hongkongais directement sur internet, ce qui est formidable. Et ils m'ont tous dit de venir comprendre. Et comme j'avais fini un petit travail et que j'avais une semaine à perdre, je suis allé à Hong Kong et pour y rester 3 mois. Donc vous avez pris un billet d'avion? Sans retour. Sans retour. Vous êtes arrivé là-bas à Hong Kong
Et j'ai vu ce qui se passait, on était en pleine polémique de Prince Édouard Station, qui est un événement où la police a fait une intervention très très forte, très très puissante dans le métro, et où on soupçonnait qu'il y ait trois morts à la suite de cette opération. Eh bien, on va regarder ces images tout de suite. Il est sérieux? Donc ces images, Charles Gros, elles sont assez violentes, là, ces gaz lacrymogènes à l'intérieur de... Bon, c'est pas vraiment la guerre, mais c'est quand même très violent. Oui, c'est ce qu'on reproche souvent aux policiers de Hong Kong, c'est leur incompétence ou du moins leur non-professionnalisme, car du fait qu'ils n'aient pas souvent intervenu dans des manifestations violentes, ils n'ont pas l'expérience du terrain comme pourraient l'avoir certains CRS français. Enfin, les CRS français qui sont formés pour ça. Donc c'est un grand compliment que vous faites à la police française. En tout cas, je veux dire que de ce que j'ai vu à Hong Kong, moi personnellement, il y avait certaines limites que les policiers ont franchies largement à Hong Kong, que j'imagine les policiers français ne franchiraient pas. Dans l'état où j'étais, donc en 2019, à Hong Kong, maintenant les choses ont évolué. Mais à l'époque, c'est vrai que les enfants de 13 ans, aussi bien que les seniors, les personnes de 70 ans se prenaient le même coup de matraque et se prenaient exactement les mêmes arrestations, les mêmes... et voilà, les grenades étaient jetées également sur la presse. Il faut savoir que la presse là-bas, dont je faisais partie, mais pas à titre amateur, ont été souvent la cible des attaques de police et notamment d'attaques groupées, c'est-à-dire que des journalistes étaient pris à partie par des policiers et étaient tabassés dans un coin de rue. Et donc du coup, il y a des polémiques qui sont sorties suite à ces événements auxquels les policiers ont éludé en fait, la réponse. Ils ont survolé la réponse judiciaire qui s'imposait en fait à ce moment-là. Et quand vous faites la comparaison entre ce que vous avez tourné à Paris et ce que vous avez tourné à Hong Kong, les combats à Hong Kong vous paraissent plus durs, plus violents? Les combats à Hong Kong étaient beaucoup plus violents. Certes, mais c'est parce que le maintien de l'ordre, encore une fois, n'était pas à niveau avec la menace, ou en tout cas la colère que montraient les manifestants. Ils venaient équipés, évidemment, de parapluies, mais entre autres de casques, de masques de protection, enfin masques à gaz et de lunettes. Et ils préparaient également leur cocktail Molotov et leur pavé. Ils les préparaient en toute sérénité. Et c'est pas pour les critiquer, c'est juste une constatation, alors qu'en France, aujourd'hui, nous sommes dans des contrôles préventifs très encadrés, donc ça peut sembler
liberticide pour certains, parce que ça empêche les mouvements, ça empêche une certaine improvisation à une manifestation qui pourrait aboutir à autre chose. Mais Hong Kong, clairement, les policiers répliquaient aussi violemment, ou voire plus, que ce qu'ils avaient pris dans la tête. Donc, de manière disproportionnée. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, on est donc en 2019-2020, on est dans ce mouvement démocratique de Hong Kong. Peut-être peut-on revenir un moment avec Jae-sin, ou vous, comme vous voulez, pour expliquer quels sont les fondements de cette manifestation à ce moment-là. Durant les années 2019-2020, quelles étaient les raisons du mouvement démocratique? Il me semble que c'était à cause d'une loi sur l'extradition. Oui. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Sous un pays de système, parce que le système de loi est complètement différent à Hong Kong, nous n'avons pas de loi spécifique autorisant l'extradition des criminels suspects vers la Chine. Cependant, nous avons une exception qui permet la collaboration entre Hong Kong et la Chine. To have these two governments, the central government and Hong Kong government, collaborate. So the whole thing. Tout a commencé avec un meurtre. It was a Hong Kong case. Nous avons un Taïwanais appelé Chang Tong-kai qui a tué sa petite amie hongkongaise à Taïwan. This is the Hong Kong man who killed his girlfriend, who's also a Hong Kong case in Taiwan. Elle était de Taïwan? Girlfriend, no? Both of them are from Hong Kong. Oh, huh? And they traveled to Taiwan. Okay. Ils ont voyagé à Taïwan et le jour de la Saint-Valentin, l'homme l'a tuée. The man killed her. Okay. And then this guy escaped. Ensuite, il a fui et est revenu à Hong Kong avec la carte de crédit de sa victime. With his girlfriend's ATM card. Elle était morte? She was dead. She was dead. She was dead in Oui, elle était morte à Taïwan. So Taiwan want to charge. Donc Taïwan voulait poursuivre ce jeune homme pour homicide. As a murder. Yes. And ask for him to come back. Et les autorités ont demandé à ce qu'il revienne. Cependant, il n'y a pas de loi d'extradition entre Hong Kong et Taïwan. Il n'y a pas de logique. C'est pas logique. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a proposé la loi d'extradition. Elle a dit qu'on en avait besoin pour la Chine. Parce que selon Hong Kong et la Chine, Taïwan fait partie de la Chine. Mais Taïwan a rejeté cette logique. C'est déjà un sujet de tension. Mais qu'en est-il de Hong Kong? Donc ils se sont concentrés sur le fait d'avoir une loi d'extradition pour la Chine parce que Taïwan ne l'acceptera pas. Mais Hong Kong sera affecté. Donc, la chef de l'exécutif de Hong Kong a proposé une loi globale permettant à la Chine d'extrader tous les criminels suspects vers la Chine continentale. Voilà, donc on y est. C'est à partir de cette proposition de loi d'extradition que la Chine continentale se dit, je vais pouvoir comme ça récupérer à Taïwan, pas à Taïwan, à Hong Kong, pardon, par exemple, quelqu'un qui s'est enfui de Chine continentale et qui est venu à Hong Kong, et je vais pouvoir le faire juger dans mes propres cours, dans mes propres tribunaux, selon la loi continentale. Et c'est à ça que répond cette nouvelle protestation dans les années 19 et les années 20. Alors, quand on suit comme vous, Charles Gros, des manifestations, est-ce qu'on parle de tout ça? Est-ce que les jeunes parlent de ça? Parce que quand on regarde vos images, on va les regarder. On voit pas grand-chose. Si, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de parapluies, on voit des jets de grenades, on voit des trucs dans tous les sens, on voit beaucoup de violence, on voit des gens qui en bavent, qui souffrent, on voit des policiers violents, mais il n'y a pas de contenu.
On n'a pas le temps de faire du contenu. Non, mais vous, quand vous êtes là-bas et que vous parlez avec les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, c'est un éveil politique pour tous, comme l'avait mentionné Jason Kwok, avec la crise d'identité que connaissait Hong Kong depuis la remise en main. La politique était quelque chose d'assez vague pour eux parce qu'ils ne prennent pas de décision en fait, et le vote est entre guillemets truqué, c'est-à-dire en faveur du Parti communiste chinois. Et là, en fait, tout le monde a commencé à se poser des questions et des jeunes enfants, encore une fois, j'insiste bien sur les jeunes parce que les jeunes, qu'ils soient en front line, c'est-à-dire en première ligne pour se battre contre la police et se faire arrêter, ou bien des jeunes passionnés ont décidé de devenir reporters par eux-mêmes parce qu'ils veulent partager ça. Ça a été également un éveil international pour eux parce que l'aspect international, même s'ils étaient ils sont très internationalement viables économiquement, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait vraiment dans les autres pays, ça ne les intéressait pas. Et les jeunes avec qui j'ai parlé, ils ont fait « Mais toi, tu es français ? Tu viens des Gilets jaunes, tu vois ce que c'est ?» Ils connaissaient le mouvement des Gilets jaunes et ils s'étaient inspirés. Alors je ne dis pas pour tout, mais ils s'étaient inspirés des Gilets jaunes pour mettre en place leur propre manifestation, d'où la notion de pas de leader. On connaît Joshua Wong, on connaît Agnès Chao, on connaît Andy Lam, mais ces figures qui étaient déjà connues en 2014 ont été des figures sans être des porte-paroles officiels du mouvement, et tous les jeunes s'exprimaient à leur façon, mais ils avaient en tout cas 5 revendications claires, et donc d'où leur mouvement, 5 revendications, pas une de moins. Donc ces 5 revendications, dedans il y avait notamment le suffrage universel, le vrai suffrage universel, enlever la loi d'extradition, il y avait également enlever le terme d'émeutier qui était utilisé, Riot, oui, exactement, le terme d'émeutier qui était utilisé pour décrire les manifestants et les manifestations, ce qui autorisait la police à les interpeller comme ils voulaient, n'importe comment, avec n'importe quelle sentence. Et il y en a plein d'autres, mais voilà. Ok, on va regarder les images que vous avez tournées. Voilà, nous revenons avec nos amis Jason et Charles, et à propos de ces protestants, de ces protestataires, pardon, ces frontliners à Hong Kong. Et donc, Charles, oui, ils sont en jaune aussi. Oui, tout à fait. Le jaune, c'est une couleur qui est... Est-ce que c'est un hasard? Non, pas du tout. Et je pourrais même dire que les gilets jaunes n'ont pas été inspirés par eux, mais voilà, c'est le premier mouvement jaune vient du mouvement des parapluies, parce que le jaune, à la fois d'être la couleur royale, mais le jaune, ça incarne le renouveau, l'espoir, ça incarne la renaissance, et c'est exactement ils sont très symboliques là-bas, ils adorent la symbolique, que ce soit quand ils détruisent par exemple un magasin, enfin Apple,
tout ce qui les dérange, ou les magasins Mi, Xiaomi, du coup. Ils ont tous des petits téléphones Apple avec les petites lumières, etc. C'est ça, on est d'accord. Hein. Oui, exactement. Ouais. Mais sauf que ça, on vit tous avec des contradictions. Mais le jaune, c'était une couleur pour eux qui symbolisait, qui est à l'opposé du rouge, le rouge communiste, le rouge du coup du Parti communiste chinois. Et donc, où je voulais en venir, c'est que quand ils détruisent quelque chose, par exemple, quand ils saccagent un magasin, ils vont rien voler. Ils vont tout laisser en place, mais ils vont juste le saccager parce que c'est symbolique de il y en a marre, on n'est pas des voleurs, on est des citoyens honnêtes, mais on en a ras-le-bol. Et c'est pour ça que le mot riot, qui est plutôt une connotation un peu de bandit, de grand chemin, ne leur plaît pas et qui demandaient que ça soit supprimé. Ça fait partie de leurs 5 revendications qui apparaissent dans ce PowerPoint de Jezin. Voilà. Alors, voilà, on a fait un tour d'horizon de nombreuses manifestations qui ont eu lieu dans le monde en 19 et en 20. Et puis en 2020, eh bien, il nous arrive quoi? Il nous arrive l'épidémie de Covid. Et l'épidémie de Covid, the COVID pandemic. La pandémie de Covid qu'on a vécue en 2020 a-t-elle arrêté le mouvement? I would say it did stop. Yes. All these movements. Yes. Actually, oui. La raison principale pour laquelle les personnes ne sont plus dans la rue, c'est à cause du Covid. Mais ça ne s'est pas totalement arrêté d'un coup. Nous avons aussi eu une grève médicale, car on demandait au gouvernement de fermer les frontières entre Hong Kong et la Chine, parce que le virus venait de Chine. Il y avait une grève et aussi des manifestations. Mais bien évidemment, le Covid était une bonne raison et une excuse pour autoriser le gouvernement de Hong Kong à prendre plein de mesures restrictives. Comme par exemple l'interdiction de se rassembler à plus de 2 personnes. Dans la rue? On the street, everywhere, 2 persons. So you can see, and this is the way they use. Oui, ce n'est pas que par rapport au Covid, mais c'est aussi par rapport à la loi de sécurité nationale. Si qui que ce soit dit quoi que ce soit ou fait quelque chose, comme par exemple ce que je fais en ce moment, parler à la radio de la situation de Hong Kong, il est déjà hors la loi. Cette loi n'appartient pas aux lois en vigueur à Hong Kong. C'est une loi de Chine. Ce qui veut dire que le tribunal de Hong Kong et les juges ne peuvent pas nous juger. Les procédures judiciaires sont complètement différentes. Et cette loi ne s'applique pas qu'aux personnes à Hong Kong, mais à travers le monde entier. Cela veut dire que n'importe qui peut être en infraction. Which means this law can charge whatever you want. So that's the thing. Voilà, et c'est ainsi qu'en effet, les manifestations en France se sont arrêtées, sauf quelques exceptions en septembre-octobre, quand le confinement a été levé une première fois. Mais ça a été le cas aussi en Algérie, où le mouvement, enfin la pandémie, l'épidémie a tué le Irak, en tous les cas, là, comme si c'était une parenthèse, comme le disait Jezin à l'instant, une parenthèse sanitaire à l'intérieur de laquelle on ne pouvait plus bouger, on ne pouvait plus sortir de chez soi. Et il est probable que quand cette parenthèse sera ouverte et quand on pourra à nouveau sortir, eh bien, vraisemblablement, ces manifestations pourront reprendre. Voilà, le rapport entre cette expression populaire, parfois artistique, comme le disait Jezin tout à l'heure, qui explose contre des pouvoirs en place, qui explose à partir de réactions des plus jeunes d'entre nous, mais pas seulement. Et puis l'année 2021 qui arrive et qui, nous l'espérons tous, va nous permettre de ressortir dans la rue et peut-être d'aller manifester. En tous les cas, on sera content de se retrouver, de pouvoir se toucher et de pouvoir s'embrasser sans cette chose-là. Salut, à tout bientôt, à la prochaine émission de Human.
podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.